Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du changement climatique actuel et de ses implications. On va voir si ce changement existe, on va étudier les preuves indiscutables, cesser de croire à son existence ou à son inexistence pour commencer à savoir. Je profite notamment du fait que le Raptor, youtubeur beaucoup plus connu que moi, a récemment sorti une vidéo climato-sceptique pour trier le vrai du faux, rétablir la réalité de nos connaissances scientifiques sur le sujet. Et si cette vidéo sort longtemps après celle-là, c'est parce que produire une vidéo de vulgarisation nécessite un temps de recherche non négligeable. Avant de commencer, il faut expliquer une distinction qui va nous être importante. Ne confondez pas climat et météo. Si les deux mesurent des températures et des précipitations, les échelles de temps ne sont pas les mêmes. La météorologie, c'est à très court terme. C'est quel temps il fait là aujourd'hui ou demain, alors que le climat, c'est les grandes tendances, en se référant à des moyennes sur au moins 30 ans afin qu'une vague de chaleur survenue une année compense une vague de froid survenue une autre année dans la moyenne. Les changements climatiques se manifestent par des altérations progressives des normes climatiques, des températures ou précipitations moyennes qui sur le long terme changent, et non pas par des événements météorologiques isolés. En aucun cas une année plus chaude ou plus froide, plus sèche ou plus pluvieuse que les 30 années précédentes et les 30 années suivantes n'est la preuve d'un changement climatique. On parle de changement climatique si et seulement si, sur le long terme, on observe une variation significative. Ainsi, on ne parlera pas de la canicule de 2003 ni de celle de 2022 pour dire que la planète se réchauffe. Et on ne parlera pas non plus de la vague de froid qu'il y a eu en janvier 2024 pour infirmer ce fait. Maintenant que cette différence est expliquée, que l'on sait qu'un événement météorologique, même extrême, ne dit rien sur l'évolution du climat, voyons les mécanismes qui peuvent faire changer le climat sur le long terme. Sachez que par le passé, le climat de la Terre a évolué de nombreuses fois. Le climat n'est pas fixe, loin de là. Il y a eu des époques où il faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui, et d'autres où il faisait bien plus froid. Il y a même déjà eu des périodes que les scientifiques nomment glaciation globale, ou terre boule de neige, où toute la surface de la Terre, y compris la zone équatoriale, était recouverte de névé, de gel, de glace ou de neige, bref, d'eau à l'état solide. Des périodes comme ça, la Terre en a connu 3 au cours de son histoire. La première, il y a 2,4 milliards d'années, la deuxième, il y a 720 millions d'années, et la troisième, il y a 640 millions d'années. Le climat était alors beaucoup plus froid que ce qu'on connaît aujourd'hui. A l'inverse, il y a déjà eu des périodes bien plus chaudes, comme une partie de l'ère jurassique, soit l'époque où le règne animal était dominé par les dinosaures, où le climat était si chaud qu'il n'y avait pas d'eau à l'état solide. Mais pourquoi le climat change-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait évoluer ? Alors déjà, il y a la principale source de chaleur qui est le soleil. Son activité peut varier au cours du temps, elle n'est pas parfaitement constante. Parfois, il nous envoie plus ou moins d'énergie. Or, c'est cette énergie qui réchauffe la Terre. Deuxièmement, l'orbite de la Terre varie au cours du temps, de manière cyclique. Il existe 3 paramètres qui sont l'excentricité, c'est-à-dire la différence entre le cercle parfait et l'ellipse que décrit la Terre lors de sa révolution autour du Soleil, l'obliquité, qui est l'inclinaison de la Terre sur son axe, et la précession. Ça, c'est le fait que la Terre ne tourne pas comme un ballon, mais plutôt comme une toupie. C'est-à-dire que l'axe de rotation se décale au fur et à mesure que la Terre tourne. Les changements apportés par ces 3 cycles sont totalement imperceptibles au cours d'une vie humaine, qui est une échelle de temps beaucoup trop courte. C'est pourquoi il a fallu attendre les travaux de l'astronome Milutin Milankovitch, qui vivait dans l'entre-deux-guerres, pour s'en apercevoir. Mais sur du très long terme, il modifie la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre à telle ou telle saison, ce qui a un impact non négligeable sur le climat. C'est pour ça que parfois dans l'histoire de la Terre, on a eu des glaciations, dont la dernière remonte à 20 000 ans, et d'autres fois des périodes plus chaudes, dites interglaciaires comme à notre époque. Plus l'orbite est excentrique et l'obliquité importante, plus les différences entre l'été et l'hiver seront importantes. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de la chaîne YouTube Science Étonnante sur le sujet si vous voulez en savoir plus sur ces 3 cycles. Troisièmement, le climat peut être modifié par une variation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir ce qu'est l'effet de serre. Il s'agit du fait que certains gaz renvoient l'énergie solaire que la Terre réfléchit vers celle-ci, augmentant donc la quantité d'énergie solaire reçue et donc la température. Nos modèles scientifiques disent que s'il n'y avait aucun effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés. Or, elle est de plus 15 degrés, parce que les gaz à effet de serre font leur boulot. La différence est importante. Sans effet de serre, les calottes polaires arctiques iraient sûrement jusqu'à la latitude d'Alger au lieu de ne couvrir que le Groenland comme c'est le cas. Si on fait varier la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il y a fatalement des conséquences sur le climat. Pour prendre un exemple extrême, sachez que la planète Vénus, dont 96% de l'atmosphère est composée de CO2, est plus chaude que Mercure qui n'a pas d'atmosphère. Alors même que Mercure est la planète la plus proche du Soleil et reçoit donc davantage d'énergie solaire. Lorsqu'une quantité supplémentaire de gaz à effet de serre entre dans l'atmosphère, on parle d'émission. Lorsqu'elle en sort, on parle d'absorption. Les principales sources d'émissions sont à la fois naturelles, comme les éruptions volcaniques, et anthropiques, comme les véhicules motorisés ou l'élevage intensif. Oui, les activités humaines rejettent bel et bien des gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, comme le montrent ces graphiques. Et pour en faire absorber, il faut de la végétation qui, pour la photosynthèse, absorbe le carbone et donc réduit la quantité de gaz à effet de serre. Or, l'activité humaine réduit bien trop souvent la quantité de végétation. Je vous renvoie à ma vidéo sur la déforestation qui est en fiche et en description. Bon, cette courbe, je crois qu'il n'y a pas à épiloguer plus longtemps. Elle montre clairement que depuis les débuts de l'industrialisation et de l'exploitation massive d'énergie fossile, les concentrations en CO2 ont augmenté en flèche. Les courbes seront similaires si on étudie la concentration de la plupart des autres gaz à effet de serre, comme le dioxyde de soufre, le méthane ou le dioxyde d'azote. Excepté la vapeur d'eau, seul gaz à effet de serre dont l'activité humaine n'a aucune influence sur le cycle. Enfin pour l'instant, car certains aménagements ou innovations pourraient bien nous faire influer sur le cycle de l'eau. Bref, le climat est un système complexe et très sensible à tout type de changement. C'est pour ça qu'il y a déjà eu des changements climatiques par le passé et que certains se servent de ces informations pour nier soit le changement climatique actuel, soit l'impact des activités humaines sur celui-ci. Ça ne vous aura pas échappé, je fais cette vidéo principalement en réponse à la vidéo climato-sceptique du Raptor. Voyons voir son discours. Selon lui, l'existence d'influences naturelles, le fait qu'il y ait eu des variations du climat antérieures à l'apparition de l'être humain, prouve que celui-ci n'y est pour rien. Il s'agit en fait d'un biais de raisonnement appelé sophisme de la cause unique. En effet, un tel événement peut tout à fait avoir plusieurs causes. Les causes naturelles et humaines peuvent tout à fait se combiner, et on va voir que c'est le cas. Ensuite, le Raptor dit également que les gaz à effet de serre ne sont pas suffisamment présents dans l'air pour avoir un réel impact. En effet, l'atmosphère se compose à 79% d'azote et à 20% d'oxygène, dont aucun des deux ne sont des gaz à effet de serre. Cela ne laisse à ceci que moins d'1% de la composition de l'atmosphère. Selon lui, une variation de si faible proportion ne peut avoir un impact sur le climat, les proportions étant trop faibles. En effet, selon le Raptor, si la quantité de CO2 doublait, l'interception de chaleur augmenterait de seulement 0,8%, ce qui n'est pas significatif. Alors oui, mais non. L'interception de chaleur augmente de 0,8%, ça ne veut rien dire en soi, puisqu'elle augmente de ce taux sur quelle durée? Est-ce qu'elle augmenterait tout de suite si la quantité de CO2 double ou est-ce qu'il y a un temps de réaction? Et surtout, elle augmente en mesurant comment? En watts par mètre carré d'énergie que la Terre reçoit ou en degrés Celsius? Ça, il ne le dit pas, il cite aucune source. Or, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Troisièmement, les prédictions du GIEC ne sont pas fiables parce que non scientifiques. En effet, il y aurait trop d'incertitudes pour que cela prouve quoi que ce soit. La modélisation serait trop complexe pour que le modèle que ça donne soit pertinent. Il existe des détails dont on ne peut pas tenir compte. Du coup, ça donne un truc non scientifique, on néglige des faits importants, on modifie les courbes pour que ça colle. Il y a trop de tâtonnements pour être scientifique. Les chiffres sont même, d'après lui, réglés pour coller au narratif du réchauffement climatique au lieu de se baser sur les observations. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui ne comprend pas le fonctionnement d'une démarche scientifique. Déjà, il faut savoir que le GIEC ne produit pas de connaissances.
ne regroupe pas de chercheurs qui vont eux-mêmes relever les données sur le climat. Ils se contentent de restituer les données que des chercheurs indépendants les uns des autres produisent, ce qui en fait une source fiable. Au final, c'est comme de la vulgarisation, sauf qu'au lieu d'être adressé aux tout venants, c'est adressé au gouvernement, en essayant de leur donner des conseils sur quoi faire. Conseils que les gouvernements n'appliquent pas assez, mais ça c'est un autre débat. Quatrièmement, le Raptor affirme que le GIEC a prédit des catastrophes qui n'ont pas eu lieu, en particulier en ce qui concerne la montée des eaux. On nous annonce la disparition des Maldives ou d'autres archipels qui n'ont jamais lieu. Là encore, cela relève d'une incompréhension du fonctionnement de la démarche scientifique. En effet, le GIEC n'annonce pas que telle année tel archipel sera noyé ou que telle année tel glacier aura disparu, mais effectue des projections divers scénarios allant du plus optimiste au plus pessimiste, justement parce que ses membres tiennent compte des incertitudes qui existent. Ainsi, un rapport du GIEC qui daterait d'il y a 20 ans aurait prédit pour aujourd'hui divers scénarios. Et quand on regarde ces scénarios dans les rapports de cette époque-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est assez proche du scénario dit moyen, soit celui qui a le plus de chances de se produire, les deux scénarios extrêmes étant les moins probables. Le scénario le plus pessimiste de ce rapport prévoyait en effet que les Maldives seraient noyées en 2016, mais ce n'est pas le cas du scénario moyen. Et le Raptor a dit que les rapports n'étaient pas fiables parce qu'ils avaient prédit la submersion des Maldives pour 2016. C'est une malhonnêteté intellectuelle de se référer au scénario le plus pessimiste pour affirmer que les projections ne valent rien, car ce scénario ne s'est pas produit. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais il y a déjà des îles qui ont été englouties par la montée du niveau de la mer. On peut notamment citer l'île de Cal dans l'archipel des Salomon, engloutie en 2014, Kepidao et Peleng en Micronésie, engloutis respectivement en 2007 et 2014, Betet et Gundul en Indonésie, Perlamutorovi dans l'Arctique russe. Heureusement, ces îles étaient inhabitées, mais ça ne garantit pas qu'un jour ça ne tombera pas sur une zone habitée, et là ce sera un véritable drame. Mais même face à cet argument, le Raptor nous dit que le niveau de la mer monte depuis 20 000 ans, époque où nos ancêtres étaient encore des chasseurs-cueilleurs et n'avaient donc pas autant d'influence sur l'environnement que les humains de notre époque. Le niveau de la mer était à ce moment 120 mètres plus bas que l'actuel. Alors si cette dernière information est factuellement vraie et étayée par de nombreux travaux scientifiques, l'argumentaire selon lequel les activités humaines n'y sont pour rien, lui, est fallacieux. En effet, il y a 20 000 ans, nous étions dans une période climatique qu'on appelle une glaciation. Le climat de la Terre était plus froid que de nos jours. Lorsque la glaciation a pris fin, les glaces ont fondu et cela fit monter le niveau de la mer. La différence avec notre époque est l'échelle de temps. La montée du niveau de la mer n'était pas perceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais s'étalait sur plusieurs millénaires. On ne voyait pas d'îles être submergées comme celle que j'ai citée tout à l'heure. La submersion de ces îles s'étalait sur plusieurs millénaires. Personne n'a vu la Manche ou le détroit de Bering devenir des mers, car la submersion de ces zones a duré 15 à 20 fois plus longtemps qu'une vie humaine. Alors que de nos jours, des îles entières se retrouvent submergées en à peine quelques mois, voire parfois quelques jours. La vitesse à laquelle la mer monte n'est pas du tout la même qu'à la fin de la glaciation, qui a été très progressive. Aucun climatologue ou paléoclimatologue ne peut dire précisément à quel moment cette glaciation a pris fin. La transition va d'il y a 18 000 ans à il y a 6 000 ans. Je vous ai dit qu'un événement météorologique extrême ne prouvait ni l'existence ni l'inexistence d'un changement climatique. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui prouve l'existence? Eh bien, le fait d'observer une variation significative sur le long terme des températures et des précipitations. En effet, un tel changement se fait progressivement et non pas de but en blanc, mais en cas de changement climatique, il y aura toujours une tendance à la hausse ou à la baisse des températures et précipitations sur le long terme. A l'inverse, dans une période où le climat est stable, on observera de légères variations d'une année à l'autre avec de temps en temps des événements météorologiques extrêmes, mais pas de tendance générale. Par exemple, parmi ces graphiques, qui, je le précise, ne sont pas des données d'un véritable lieu de notre monde, mais des données inventées pour donner un exemple, je vous laisse réfléchir en mettant la vidéo en pause pour savoir lequel indique un changement climatique et lequel n'en indique pas. Mettez en pause parce que là je vais donner la réponse. Bon, alors le premier graphique montre un climat stable. Il y a des années plus chaudes ou plus froides que d'autres,
mais seulement des variations météorologiques, des vagues de chaleur certains étés ou de froid certains hivers. Mais sur le long terme, on n'observe pas de tendance à la hausse ou à la baisse, ni de la courbe d'été, ni de celle d'hiver. Pour les gens qui vivent dans un lieu où les courbes de température sont celles du premier graphique, la 30e année mesurée est plus chaude que les autres. Ils peuvent se poser des questions cette année-là sur leur avenir si tout continue comme ça, voyant leurs hivers à plus de 15 degrés, leurs étés atteignant les 48 degrés, ce qui n'a pas l'air habituel dans la région, et sûrement que les mêmes 6 ans plus tard se demandent s'ils ne vont pas vers une glaciation. Mais l'année suivante, ils remarquent que tout rentre dans l'ordre. Le deuxième graphique, quant à lui, est plus intéressant à commenter. On y voit bien un réchauffement climatique, mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, les changements ne sont pas systématiquement à la hausse des températures. La 50e année est même plus froide que les autres. Et les températures estivales ne changent pas durant toute la 6e décennie. Là encore, entre 2 années consécutives, la différence est si faible que personne ne percevrait ça comme un changement climatique. Même si, en regardant le graphique, un gamin de 2 ans peut dire que les courbes montent. Dès qu'il apprend à lire, il comprend que ce graphique montre un réchauffement climatique, même sans avoir les mots pour le dire. Maintenant que je vous ai expliqué cela, on va voir des vraies données basées sur les observations rigoureuses des scientifiques dans le monde réel. Déjà, sachez que de 1880 à 2008, la température moyenne sur Terre a augmenté de 0,6 degrés. Cette augmentation n'est pas régulière et pas forcément suffisante pour s'en rendre compte d'une année à l'autre. Pourtant, quand on met de côté les vagues de froid survenues tel hiver ou les ressentis de gens qui ne se souviennent que des 2 ou 3 dernières années et qu'on observe scrupuleusement les températures moyennes à la surface de la Terre, on s'aperçoit que la température a bel et bien augmenté. Ce changement climatique peut, à première vue, paraître insignifiant. Moins d'1 degré en 120 ans paraît peu. Pourtant, au regard de l'histoire de la Terre, c'est un changement particulièrement rapide. Lors des précédents changements climatiques, début ou fin de glaciation par exemple, il faut plusieurs millénaires pour voir la température varier autant que ces 100 dernières années. Quand la dernière glaciation a pris fin, la température moyenne à la surface de la Terre n'augmentait que d'1 degré tous les 2000 à 3000 ans. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer un changement si rapide? Eh bien, la communauté scientifique s'accorde à dire que nous sommes dans une période où l'activité solaire augmente, mais pas plus qu'il y a 10 000 ou 15 000 ans. Les modèles scientifiques disent que les principaux responsables sont en fait les gaz à effet de serre. Donc, comme on l'a vu, les quantités présentes dans l'atmosphère augmentent drastiquement depuis l'industrialisation. On estime que seul 1/6 des émissions de dioxyde de soufre sont naturelles, alors même que l'activité des volcans rejette ce gaz, ce qui en fait donc le gaz à effet de serre le plus rejeté par la nature. Autrement dit, la balance émissions naturelles et émissions humaines penche encore plus du côté des émissions humaines pour les autres gaz à effet de serre. Ce sont donc principalement les activités humaines qui créent ce réchauffement climatique. Sans elles, on aurait un réchauffement comparable à la fin de la dernière glaciation, car dû uniquement à l'activité solaire et aux quelques émissions naturelles que la végétation pourrait compenser. Ce chiffre de 0,6% de hausse des températures en 130 ans est une moyenne. Mais il ne faut pas oublier que toutes les régions du monde ne se réchauffent pas à la même vitesse. Chaque secteur géographique a son propre climat, influencé à la fois par la quantité d'énergie solaire qu'il reçoit, les courants océaniques qui passent à proximité, la présence ou non de relief, etc. Chaque lieu dans le monde étant différent, les différentes zones climatiques sont plus ou moins sensibles à l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre ou à d'autres variations. La zone qui se réchauffe le plus vite, c'est l'Arctique, dont le réchauffement est environ 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. D'autres secteurs, au contraire, connaissent un réchauffement bien plus faible, comme l'Amérique centrale, l'Australie ou encore l'Inde, voire un léger refroidissement dans certaines zones océaniques de l'hémisphère sud baignées par des courants marins froids, notamment autour de l'Antarctique et dans l'océan Pacifique le long des côtes de l'Amérique du Sud. De plus, certaines zones ont vu leurs précipitations moyennes augmenter et d'autres les ont vues diminuer. En Europe du Nord, au Canada, dans l'est de l'Australie, la quantité de précipitations a augmenté de près de 30% entre 1900 et 2000, alors que l'Afrique de l'Ouest a vu ses précipitations baisser de près de 50% sur la même période. Le Chili et le sud de la Chine voient aussi la quantité de pluie baisser, mais dans une moindre mesure. L'Arctique
est donc la zone qui se réchauffe le plus vite. Or, c'est là que se trouve une part non négligeable des glaces terrestres, même s'il y en a également en Antarctique. Le fait que cette région se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne planétaire est d'autant plus préoccupant que les glaces qui s'y trouvent fondent, faisant élever le niveau des mers plus rapidement que si le réchauffement climatique était uniforme. Si cette hausse des températures peut sembler faible au premier abord, il faut cependant tenir compte des impacts que cela a, tant sur la biodiversité que sur les sociétés humaines, qui sont des systèmes infiniment plus sensibles aux moindres changements que ce qu'on pourrait penser intuitivement. Dans le règne animal comme dans le règne végétal, de nombreuses espèces sont condamnées à s'adapter à ces changements ou à disparaître, si elles ne le peuvent pas. La forme d'adaptation la plus notable est la migration. Les biologistes et naturalistes en ont observé une quantité d'exemples incroyables dont je vais vous livrer une sélection. Le renard roux vivait originellement en Europe centrale, en Europe de l'Ouest ainsi qu'aux États-Unis, et le réchauffement climatique le fait migrer de plus en plus au nord, à tel point qu'il empiète sur l'espace de vie d'une autre espèce de renard, le renard polaire qui vit sur les toundras du bord de l'océan Arctique. Il y a également des espèces d'insectes qui ont migré du sud de l'Italie vers le nord de la France, voire l'Angleterre. Quant aux oiseaux habituellement migrateurs, le changement climatique perturbe leur migration. La cigogne quitte la France pour l'Afrique tropicale de plus en plus tard en automne et revient en France de plus en plus tôt au printemps. L'oie cendrée, qui il y a seulement 30 ans passait l'été en Scandinavie et l'hiver à proximité du golfe de Guinée, s'arrête désormais en Espagne, voire parfois dans le sud de la France pour passer l'hiver. Ces modifications de la répartition des espèces entraînent des modifications dans le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels ces animaux vivent et notamment dans le processus de sélection naturelle. Certaines espèces pouvant devenir invasives, voire potentiellement en faire disparaître d'autres qui vivaient là. Quant aux sociétés humaines, elles sont tout autant impactées par ces changements. En effet, certains gaz à effet de serre sont des cancérigènes avérés, et même en ne tenant compte que de l'impact sur le climat, cela rend les vagues de chaleur de plus en plus intenses et longues, et donc de plus en plus mortelles. La surmortalité lors des dernières grosses vagues de chaleur n'a pas ou peu été suivie d'une diminution de la mortalité une fois l'hiver revenu. Ceci suggère qu'une telle mortalité reflète surtout des limites de notre capacité d'adaptation, même si elles peuvent être amplifiées par l'environnement. De plus, le réchauffement climatique, je vous ai dit qu'il avait modifié la répartition de certaines espèces animales, eh bien c'est aussi le cas des virus, des bactéries et des parasites. Cela entraîne donc une augmentation de la prévalence de certaines maladies comme la dengue ou le paludisme. De plus, le changement climatique entraîne également une baisse de la productivité des terres agricoles, ainsi que, dans les régions où la quantité de précipitations a baissé, un moins bon accès à l'eau potable pour les populations locales. À l'échelle mondiale, si la productivité agricole continue d'augmenter, le changement climatique est responsable du ralentissement de cette croissance sur les 50 dernières années. On va même, selon nos modèles scientifiques, vers une baisse de la productivité. Cela pourrait augmenter le nombre de famines, qui est préoccupant dans la mesure où déjà en 2021, 828 millions de personnes dans le monde sont en situation de sous-nutrition. Ce chiffre a augmenté de 150 millions par rapport à 2019. Même si, au vu des quantités gâchées dans les pays développés, on comprend que le problème n'est pas tant dans le fait qu'on ne produise pas assez, mais plutôt dans le fait que le monde soit extrêmement inégalitaire. Mais ça, c'est un autre sujet qui mériterait sa propre vidéo. On peut toutefois noter qu'il existe des disparités dans la vulnérabilité au changement climatique. Les plus privilégiés dans la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire les populations les plus riches, appartenant à des ethnies qui ne subissent pas de discrimination dans leur société, n'ayant pas de handicap ni physique ni mental, etc., sont les populations les moins impactées par le changement climatique et les populations les plus pauvres ou marginalisées sont les plus vulnérables. Donc, pour résumer, oui, il y a bien un changement climatique et si l'on observe bien, ses conséquences sont déjà visibles à l'heure actuelle. Même si la vitesse à laquelle la planète se réchauffe ne suffit pas à ce qu'on le perçoive d'une année sur l'autre. Oui, l'activité humaine a bien un impact loin d'être négligeable sur le climat, les gaz à effet de serre qu'on émet faisant augmenter la température. Oui, il y a déjà eu des changements climatiques par le passé, mais jamais aussi rapides qu'aujourd'hui et non
le fait que le climat ait varié par le passé n'est pas une preuve que les activités humaines ne sont pour rien dans les changements qu'on observe aujourd'hui. Au contraire, les modèles qui disent qu'il y a déjà eu des changements climatiques par le passé sont les mêmes qui disent que le changement climatique actuel est le plus rapide qui ait jamais eu lieu. Ces affirmations appartiennent au domaine de la connaissance, elles sont vérifiables et mesurables scientifiquement. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans le titre, je ne crois pas au changement climatique, puisque je sais qu'il existe. De la même manière que je ne crois pas que la Terre est ronde, je le sais. Bon, après le titre, c'était surtout du putaclic pour attirer le bon auditoire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans la description.